politique, naîtront des dérives et des destins brisés. Colonie paupérisée, devenue département, La Réunion s'est modernisée à marche forcée au prix d'un contrôle de la démographie dont les conséquences résonnent encore aujourd'hui. Tout de suite, Michel Debré et La Réunion dérivent d'une ambition républicaine. Un documentaire d'Alice Cohen. Mai 1963, une victoire politique d'un homme qu'on n'attendait pas, sur un petit territoire français de l'océan Indien. Celle de l'ancien Premier ministre du général de Gaulle, Michel Debré, devenu député de La Réunion à plus de 9000 km du pouvoir parisien. À part entière, nous désirons rester français parce que la France est la lumière du monde. Une victoire symbole d'une politique qui a façonné, modernisé une île, mais aussi révélé les zones d'ombre d'une ambition républicaine dans l'une des plus vieilles et anciennes colonies de l'Empire, La Réunion. Une politique qui rime aussi avec les mots exil, migration, enfance brisée, qui a entraîné des dérives sur le corps des femmes, entre avortement et stérilisation forcée. Conséquence d'une volonté de contrôle de la démographie, de la natalité menée dès les années 60. Dans la démarche qui est celle de Michel Debré, c'est de maintenir cette idée de la plus grande France sous les tropiques. C'est une politique profondément assumée. C'est une politique républicaine pensée comme telle et mise en œuvre comme telle. On pourrait résumer la politique de Michel Debré à La Réunion de deux manières. Soit la fin justifie les moyens, soit nécessité fait loi. Autopsie d'une politique qui raconte la France dans son rapport au territoire qui la fonde et au non-dit de la décolonisation. L'histoire d'une île autant que d'une nation. Le général de Gaulle. Tout commence 4 ans auparavant, lorsque le général de Gaulle fait son premier voyage comme président de la République à La Réunion. Escale éclair de 18 heures. J'ai senti ici battre si fort le cœur de la France. Ah oui, vous êtes Français. Vous êtes Français par excellence, vous êtes Français passionnément. Derrière ces mots, une stratégie. Pour Charles de Gaulle, il s'agit de réaffirmer le caractère français de cette ancienne colonie, alors que le contexte est à la décolonisation sur le continent africain. Michel Debré, Premier ministre et fidèle d'entre les fidèles, fait partie du voyage. Il découvre un territoire français, mais surtout un territoire délaissé, devenu pourtant un département 13 ans auparavant. Vous travaillez actuellement? Pas trop. À un moment donné, je gagne du travail, pas tout le moment. Et pourquoi vous ne travaillez pas beaucoup en ce moment? Par la répète de maladie. Vous êtes malade? Oui. Et le médecin, il vient jamais dans le cirque? Non, il n'y a pas Quand de il y a un médecin. petit enfant qui est malade, il n'y a jamais un médecin qui vient dans le cirque? Il n'y a pas. Ici, les grands garçons, et même des garçons qui ont, disons, 15-16 ans, Tout ne est sont illettré. jamais allés à l'école. Oui, tout est illettré. Tout est illettré. Oui. Vous-même, vous êtes illettré? Illettré, oui. Tous les messieurs, ici, à Marla, sont illettrés. Ah oui. Des visages qui racontent une île où la République n'a pas tenu ses promesses de transformation, qui reste empreinte de ses héritages coloniaux. Cette île, une île sans population préexistante, peuplée au XVIIe siècle, métissée,
où blancs, noirs, malgaches, chinois, indiens se mélangent et se confondent aussi dans la pauvreté. La Réunion est un territoire dans lequel une grande partie des enfants sont malnutris, un territoire dans lequel vous avez des gens qui ne mangent pas à leur faim. Une île que Michel Debré va vouloir métamorphoser en vrai territoire de la République. Michel Debré rentre donc à Paris et il explique à son père, le grand pédiatre Robert Debré, qu'il a été choqué par le caractère chétif, malingre des enfants et il demande à son père ce qu'il en pense. Et il lui répond, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle à l'époque la dégénérescence raciale, ça n'a rien à voir avec ça. Le problème, c'est plutôt la malnutrition, l'absence de protéines, l'alcoolisme dans les familles. Et Michel Debré demande, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Et Robert Debré lui répond, donner du lait aux enfants. Et je pense que c'est là que commence la relation politico-passionnelle entre Michel Debré et l'île de la Réunion. Derrière cette volonté humaniste se dessine toute son ambition française pour les anciennes colonies. Pour lui, il faut d'abord développer cette île sous-développée, combattre la pauvreté, terreau de l'indépendance, pour ensuite bâtir une vraie France de l'océan Indien. La volonté de Michel Debré est d'élever le niveau socio-économique de l'île pour que les Réunionnais se sentent attachés à la France et à la République française, pour que leur gratitude se transforme en fidélité. C'est un plan qu'il a déjà tenté de mettre à exécution en Algérie, quelques années plus tôt, pour garder le territoire dans le giron français. Un plan qui se révélera un échec. Au moment où le FLN entre dans ce qui va devenir la guerre d'Algérie, le gouvernement français essaye, de manière un petit peu désespérée, de lancer un plan de modernisation économique et sociale en Algérie. Ce sera le plan de Constantine. Il faut à l'Algérie de nouvelles écoles, de nouveaux techniciens, de nouveaux capitaux. Il faut à l'Algérie de nouvelles lois, des administrateurs plus nombreux encore. Car l'Algérie entre dans la deuxième... Moderniser l'Algérie pour mieux la conserver au sein de l'ancien empire colonial. Mais le plan de Constantine est abandonné dès 1961. L'indépendance est inévitable. Coup sur coup, l'ardent défenseur de l'Algérie française enchaîne les désillusions. Entre l'échec du plan de Constantine, la perte d'une partie de l'Empire et la fin de son rôle à Matignon. Michel Debré était pour l'Algérie française et donc il a été meurtri lorsque le général de Gaulle avait choisi d'accorder l'indépendance aux Algériens. Pour lui, la Réunion ne devait pas devenir une nouvelle Algérie. Michel Debré est un homme qui est né au début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'il est né dans un monde dans lequel l'Empire est une réalité fondamentale. Et même s'il va accepter la décolonisation progressivement, de gré ou plutôt même de force, eh bien, il va rester attaché à cette idée qu'il y a dans l'idée d'une France plus grande qu'elle-même une projection qui passe par les Outre-mer. Ce qu'il a échoué en Algérie, il va essayer de le réussir à La Réunion. Toute l'affaire se noue dans cette problématique, comment transformer un territoire colonial en département républicain. Pour y parvenir, il doit vaincre un obstacle majeur, l'opposition communiste, ennemi acharné du pouvoir gaulliste, qui revendique l'autonomie de l'île depuis 1959. Leur affrontement va s'incarner lors de l'élection législative de 1963. Michel Debré accepte de mener la lutte, soutenu par le général. Cette île de l'océan Indien devient alors le théâtre des enjeux de l'après-guerre, entre crainte des indépendances et combat contre le péril rouge. Le problème est très simple. Ou vous votez pour M. Michel Debré, pour la France, ou demain vous êtes russe. Nous sommes dans une période de guerre froide.
Et à La Réunion, là, il trouve tous les ingrédients. Pour lui, La Réunion, ça peut devenir Cuba. Donc il se donne une double mission, celle de civiliser un territoire et de protéger ce territoire des communistes. Mesdames, Messieurs, ne restez pas chez vous. Je vous demande par conséquent de bien expliquer à vos domestiques qu'il faut voter. Il faut leur donner le temps d'aller voter. Tout était bon pour faire en sorte qu'il y ait un mouvement d'opinion en sa faveur. Moi-même, j'étais lycéen à l'époque et le proviseur du lycée est passé dans les classes en disant « Il y a une manifestation, un défilé en faveur de Michel Debré, allez marquer votre volonté et votre attachement à la France. » Et le proviseur était quasiment en service commandé. Face à lui, la menace s'incarne dans la figure de Paul Vergès, le tout nouveau leader du jeune parti communiste réunionnais, le PCR, créé en 1959. Il est le chef de file d'une nouvelle génération, pour qui la lutte pour l'autonomie est aussi essentielle que la lutte contre les inégalités. Paul Vergès, c'est un homme qui est à la fois très craint et très respecté, parce qu'il a un charisme tout à fait extraordinaire, qui est profondément aimé par une grande partie des Réunionnais, notamment les Réunionnais les plus pauvres. Et il apparaît surtout comme un homme du terroir, ce qui n'est évidemment pas le cas de Michel Debré. Nous, Réunionnais, nous descendons d'Africains venus d'Afrique. Nous descendons de Malgaches venus de Madagascar. Nous descendons de Chinois venus de Chine. Mais nous sommes dans notre pays. Nous voulons l'autonomie pour que les Réunionnais aient le droit de diriger eux-mêmes leur pays. Paul Vergès, c'est quelqu'un qui a inscrit le Parti communiste réunionnais dans la mouvance du communisme international. Il va rencontrer Mao Zedong en personne, il va être accueilli à Cuba avec les honneurs par Fidel Castro lui-même dans les années 70. Et donc Paul Vergès est considéré très sérieusement comme un adversaire, voire même comme un ennemi de la République à cette époque-là. Pour répondre à la peur autonomiste incarnée par Paul Vergès, Michel Debré peut compter sur l'appui de la préfecture, de la droite locale, de leurs hommes de main et des méthodes qui vont avec. Jean-Baptiste Ponama, frère d'armes de Paul Vergès, a subi cette répression tout au long de son engagement. Mon père, qui est l'un des cadres du Parti communiste, est devenu le bras droit de Paul Vergès. Ils étaient un peu diabolisés, complètement diabolisés. Et être opposant au gouvernement à l'époque, c'est être fiché par les renseignements généraux, mais ça c'est naturel, c'est être écouté par téléphone, c'est être interdit de médias, pas de radio ni de télévision. C'est être un peu au banc de la société. Au moment des élections notamment, je sais qu'un soir, notre père n'est pas rentré et le matin, il nous a raconté qu'il avait été pourchassé dans les champs de canne et qu'on lui avait tiré dessus et que ça lui avait raflé la cuisse. C'était des gendarmes ou des CRS. Donc c'était les forces de la préfecture. 1963, c'est la victoire de Michel Debré. Malgré les soupçons de fraude, il sort victorieux de l'unique élection législative qu'il opposera directement à Paul Vergès. Pour autant, ce dernier restera la figure de l'opposition de l'île. Et ce, malgré la répression qui s'exerce aussi à travers une autre arme redoutable, politique celle-là. L'ordonnance Debré d'octobre 1960. Une ordonnance que Michel Debré a lui-même initiée et signée 3 ans plus tôt, alors qu'il est Premier ministre. Les fonctionnaires de l'État, en service dans les départements d'outre-mer dont le comportement est de nature à troubler l'ordre public, peuvent être rappelés d'office en métropole pour recevoir une nouvelle affectation. Les fonctionnaires sous Debré étaient les bons soldats de la République. Si les fonctionnaires disaient quelque chose, ils pouvaient être exilés. Il ne s'agissait même pas de
troubler l'ordre public, il suffisait que votre comportement fût de nature à le faire. Donc il y avait une part évidemment d'arbitraire et de subjectivité extrêmement forte là-dedans. C'était une mécanique qui était extrêmement pensée, extrêmement huilée. L'ordonnance sera appliquée à La Réunion pour 13 fonctionnaires, tous engagés aux côtés du Parti communiste et le plus souvent syndicalistes. Jean-Baptiste Ponama, enseignant, était l'un d'entre eux. Mon père, lorsqu'il reçoit l'ordonnance de Bré, c'est ma mère qui lui tend la missive et c'est là qu'il voit vous êtes muté en Seine-et-Oise au collège de Viroflay pour la rentrée de septembre. Vous vous imaginez un peu, du jour au lendemain, être arraché des siens et surtout, j'ai le sentiment qu'il avait l'impression que justice serait faite et qu'il serait retourné très rapidement. Donc pour lui, il est persuadé qu'on va lui rendre cette justice-là. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'on le mute en France. Aucune. Si ce n'est que de penser différemment. Un délit d'opinion en France, mais ça ne se fait pas. Ce n'est pas possible. Il ne fallait pas que La Réunion ait des penseurs, c'est ça le problème. L'ordonnance ne sera abrogée qu'en 1972. Elle représentera un moyen de contrôle de l'administration française et une chape de plomb pendant plus d'une décennie. Michel Debré a le même rapport à la démocratie que la plupart des gaullistes de l'époque. C'est qu'il croit à ce qu'on pourrait appeler une démocratie encadrée. L'État va au-dessus de tout. La raison d'État, en fait, est plus importante que toutes les autres libertés. Victorieux à la députation, soutenu par les notables de Lille, Michel Debré a maintenant les mains libres pour appliquer sa politique après son élection en 1963. Tous les éléments sont réunis pour mettre en œuvre sa vision, faire de La Réunion le territoire de la République qu'il a en tête. Et pour cela, il faut d'abord moderniser et éduquer. Chers compatriotes, je connais, et en métropole on connaît, vos difficultés, vos problèmes. On sait qu'il existe encore ici beaucoup de misère. Mais vous savez, et votre présence ici en témoigne, à quel point la solidarité de la métropole s'étend jusqu'ici. Michel Debré est à la fois député de La Réunion et ministre de la République avec des portefeuilles de premier plan. Et ça, c'est quand même quelque chose de très puissant parce que ça montre qu'il y a une forme de paternalisme ou de protection dont est capable Michel Debré en tant que député de La Réunion, mais plus largement en tant que patron de l'île. L'île sort de son isolement et se modernise à vitesse grand V. Comme dans la France des Trente Glorieuses, on construit des barrages hydroélectriques, des écoles, des infrastructures routières. En près de 20 ans, La Réunion passe d'une île des bidonvilles à celle des grands ensembles, d'une société aux héritages coloniaux à une société de consommation. N'oublions pas que c'est la mère de famille qui accomplit les 1000 travaux nécessaires à la vie de tous les jours, grâce à la gazinière, au réfrigérateur, à la belle salle à manger. Cette maison, ses parents, au milieu de leur famille, n'ont-ils pas là les conditions d'un bon avenir? Il y a le sentiment que tout est possible. Et Michel Debré, finalement, va faire des Français, comme il le dit, il va transformer cette population pauvre, éloignée de la citoyenneté de fait, eh bien, il va les transformer en Français, selon lui, justement par un développement économique résolu. Ce qui va se produire en 3 décennies, on ne peut pas utiliser un autre terme que révolution. C'est aussi une révolution scolaire qui se met en œuvre. On va sortir de terre des écoles. D'abord, quand on construit des écoles pour donner à manger aux gosses, parce qu'il y aura des cantines, parce qu'ils peuvent avoir au moins un repas substantiel. Donc, on va mettre en place une politique scolaire qui est inimaginable. La République sera d'autant plus forte qu'on s'attaquera aux inégalités, qu'on s'attaquera aux injustices.
nourrir un peuple et surtout développer l'éducation au service de son idéal. Une seule nation, une seule culture, une seule langue, pour servir un même destin. À l'école même, est-ce que vous avez des difficultés particulières avec eux que vous ne rencontriez pas avec les autres? Quelles sont-elles? Des fois, il y a parce que soit ils comprennent pas assez vite, surtout en vocabulaire, parce que chez eux, ils parlent le créole avec leurs parents, ils parlent le créole, oui. Oui, et créole, le vocabulaire n'est pas riche. Bien entendu. Ben, en classe, il faut leur apprendre, justement. Et bien là, il faut beaucoup insister. La langue créole pouvait être tolérée comme étant un patois sympathique, mais la langue créole était surtout bannie des écoles. Donc Michel Debré était très jacobin, était très centralisateur, et tout ce qui apparaissait comme identité pouvait alimenter aussi un sentiment, d'aller dire, autonomiste. Donc c'est pour ça qu'il y a eu son attitude face au créole, mais l'attitude d'une manière générale de toute l'administration. Une jeunesse qui apprend, qu'on éduque, qu'on façonne, mais qui inquiète. En 1967, les moins de 20 ans représentent 60% de la population et un taux de chômage qui avoisine les 23%. La démographie est une obsession partagée par la quasi-totalité des élites culturelles ou politiques, et surtout par Michel Debré. Pour lui, tout ce qu'il a fait pour moderniser l'île peut s'écrouler à cause de la surpopulation. 1970, 1975, avant 1990. Avant le naufrage, prenez conscience du problème. Pour le député, la transformation de l'île n'est alors possible qu'accompagnée d'une vraie politique migratoire. Il est autant l'homme de la modernisation que celui des migrations. Michel Debré dispose d'une arme démographique majeure qui est le BUMIDOM, ce bureau pour les migrations intéressant les départements d'outre-mer. C'est l'outil démographique grâce auquel Michel Debré et les élites locales vont pouvoir éloigner un maximum de personnes vers la métropole. Il en est le grand ordonnateur. C'est lui qui va créer ce dispositif, cette mécanique extrêmement huilée. C'est une pensée quasiment militaire, d'ingénierie. Il a fait une mobilisation en faveur de l'immigration et du BUMIDOM que personne d'autre n'aurait pu faire. Donc, d'une petite mélodie, il en a fait une symphonie fantastique, mais il a donné une ampleur considérable à ce mouvement. Cette arme démographique va envoyer plus de 70 000 Réunionnais vers l'Hexagone pendant presque 20 ans. Madame, c'est votre fils? Oui. Et quel âge as-tu, Gilbert? 19 ans. Et jusqu'à quand es-tu allé à l'école? 16 ans. Et qu'est-ce que tu as fait comme études? Jusqu'à 6e. Oui. 6e? À l'école communale? Oui, oui. Et toi, tu veux partir? Tu as très envie de partir? Oui. Pourquoi tu as envie de partir? Pour en avoir quelque chose, hein, un métier? Pour mon avenir, moi. C'est pour ton avenir? Il entend à la radio que c'est un mars, très bien. Et il gagne l'argent? Oui, oui. Il dit qu'il gagne. Il se marie là-bas aussi. Il y en a qui sont mariés là-bas? Oui. Avec des métropolitaines? Oui. Ça, c'est bien. Pour inciter les populations à partir, on leur présentait le territoire métropolitain comme l'Eldorado. Selon l'expression réunionnaise, la Goyave de France, là où tout était possible. C'est le rêve de l'Amérique qu'ont eu certains métropolitains. C'est celui de comment on va pouvoir sortir de la misère. Vous êtes content de partir pour la France? Oui, nous sommes contents de partir à la France. Vous allez où? À Belfort, bisous. Bon, alors vous allez tous les 4 à Belfort. Oui. Ça te rassure, Gilbert? Tu seras pas tout seul comme ça? Oui, pas tout seul. Il s'envole de la Réunion, mais aussi des autres départements d'outre-mer, comme les Antilles. La plupart ne sont pas qualifiés et vont être formés pour trouver un travail. Mais leurs rêves ne se conformeront pas toujours à la réalité rencontrée.
Avant de venir, je me faisais l'idée que Paris, c'était vraiment un petit paradis, un grand paradis. Quelque chose de propre, d'accueillant, de bien plus accueillant que ce que j'ai eu en arrivant. Un reportage réalisé dans les années 60 a suivi les premiers pas de Pierrette, une jeune femme martiniquaise venue via le Bumidum en métropole. Le dimanche suivant, Pierrette assistait à une conférence faite par un prêtre. Le thème en était « La place faite aux travailleurs étrangers dans notre société ». Comme les étrangers, ils se sentaient tous des exilés. Est-ce que vous avez aussi des relations avec ce personnel de l'hôpital en dehors de l'hôpital? Jamais. Après mon travail, j'ai fini avec l'entourage de l'hôpital. Vous ne voyez personne en dehors? Personne. Autrement dit, les relations amicales que vous disiez ne vont pas jusqu'à vous recevoir chez eux? Ah non. Non. Il y a un problème alors. Mais on n'a jamais nié qu'il y a un problème. De par leur accent, de par leur pratique, qu'elles soient culinaires, vestimentaires, ils ont été considérés comme des immigrés. Et ils ont été assimilés aux Nord-Africains qui travaillaient dans les usines Simca, etc. Les déceptions ont été celles de nous vivons dans des HLM, certes nous avons le gaz, nous avons l'eau courante, mais c'était pas le territoire qu'on nous avait vendu. Finalement, elles vivent un peu en marge. Non, elles vivent en marge par rapport à qui? À la ville, aux gens qui l'habitent, aux métropolitains. Remarquez, on ne s'intègre pas dans une société, c'est la société qui vous intègre. Si elles vivent en marge, c'est parce qu'elles n'ont pas été intégrées. La migration a aussi pour objectif d'offrir de la main-d'œuvre à la France prospère des Trente Glorieuses. Mais ces Français d'outre-mer se sentent parfois moins français en métropole que sur leur île. Pourtant, pour Michel Debré, c'est une réussite. Pour lui, il faut d'abord et toujours répondre à l'urgence démographique et intensifier la migration. Avec pour objectif 6 000 départs par an. Un nombre qui ne sera jamais atteint. Debré, c'est un homme d'action. Il se donne des objectifs qu'il faut tenir. C'est-à-dire qu'il va compter, il va se dire il faut qu'il y ait des départs. Et il va mettre une pression terrible sur les fonctionnaires pour dire mais il n'y en a pas assez. Comme il fallait faire du chiffre, l'idée est venue de dire il y a des enfants recueillis par les services sociaux qui sont en souffrance sociale. Peut-être qu'en France métropolitaine, il leur sera plus facile de se faire un avenir. Dès les années 60, on élargit les migrations aux mineurs placés à la DAS. Qu'ils soient orphelins ou qu'ils aient encore leurs parents considérés comme défaillants. Ce sont plus de 2000 mineurs qui vont être transférés en métropole entre 1962 et 1984. Le transfert forcé des mineurs réunionnais est à mon sens une politique d'État. Et donc par définition, elle est collective. Bien sûr que Michel Debré a un rôle, notamment parce que c'est lui qui met une forte pression sur tous ses services. C'est à la fois toute une époque, toute une philosophie, toute une manière de penser, tout un contexte aussi néocolonial qui finit par transférer des milliers d'enfants loin de chez eux, dans un contexte où ils sont complètement perdus. Ça ne pose aucun problème qu'on arrache les enfants à leur famille et qu'on les envoie à 9000 km de chez eux. C'est même considéré comme quelque chose peut-être de positif, au sens où ça vient leur donner une deuxième chance. Le voilà, ce courrier. Objet,
Migration réunionnaise. J'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans le cadre du plan de migration mis actuellement en route à La Réunion, j'ai obtenu le transfert de mon pupille. Mon pupille. Inel Annette fait partie de ceux qu'on appellera les enfants de la Creuse. Ces jeunes confiés à l'aide sociale et envoyés dans les départements français sans billet de retour. À la mort de son père, alors qu'Inel n'a que 3 ans, il est placé à la DAS. Une enquête sociale a conclu à l'inaptitude de sa mère à éduquer ses enfants. Il n'est pas possible de prolonger la situation et considérant que la santé, la moralité, l'éducation et l'instruction des enfants Annette sont compromises par la présence de leur mère au foyer, il ne peut y avoir de solution familiale possible. Inel sera ensuite transférée avec ses sœurs dans les Pyrénées à l'âge de 9 ans, après que leur mère a signé un document. Ce document, c'est une autorisation. Je suis signé, Madame Annette, autorise mes enfants à partir en métropole et à y séjourner. Voilà ce que dit la phrase. À partir en France et à y séjourner. Mais quand vous lisez un papier comme ça, vous imaginez quoi derrière? C'est que vous allez revenir? Un séjour, c'est quoi? C'est un billet avec un retour. C'est pas un départ définitif. Dans son esprit, on allait partir, mais on allait revenir. Les Réunionnais, pour certains, savaient très bien ce qui se faisait. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien que leur enfant allait être placé. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient partir et qu'ils ne reviendraient pas. C'est là où il y a dol, en termes de droit. C'est là où il y a eu ruse. C'est faire comme si les enfants qui avaient encore leurs parents et dont certains avaient demandé de l'aide à l'État en leur demandant de les recueillir temporairement, eh bien, c'est faire comme si les parents les avaient abandonnés. Il y a une espèce de mépris social de la part de gens diplômés, éduqués, des assistantes sociales, les services de la préfecture, à l'égard de gens qui sont plutôt pauvres, qui sont considérés un petit peu comme des gens manipulables. C'est considéré que les parents réunionnais ne pourront jamais s'en occuper. C'est la prise en charge d'un individu par l'État. À l'époque, on me disait, tu pars en France, tu pars en France, et je n'avais pas d'autres explications. Moi, le plus important, j'étais avec mes sœurs. On est parti de La Réunion, j'étais content. J'allais prendre l'avion. Si j'avais peur de Napoléon, j'adorais l'avion. Les mineurs vont être envoyés dans 83 départements, principalement ceux de l'Oise, du Gers ou de la Creuse, à la campagne comme à la ville. Et les conditions de vie sont parfois loin de celles annoncées. Le département de la Creuse, avec son foyer de l'enfance de Guéret, est probablement un des premiers départements en France qui puisse s'enorgueillir d'avoir si bien mis à la disposition de la jeunesse française d'outre-mer l'un de ses établissements des services de l'action sanitaire et sociale. Quand ils arrivent en métropole, les pupilles réunionnais subissent un choc métropolitain. Dislocation des fratries, disparition des parents quand ils existaient, effacement du créole, du racisme dans certains cas, de la solitude. Et d'une certaine manière, ça rend complètement impossible l'assimilation de ces enfants, sauf dans le cas où ils sont adoptés. Et c'est un cas qui a existé, qui a plutôt bien réussi. Donc, on débarque à Pau, juillet 65, on va dans la pension dans laquelle j'étais censé aller. Et j'arrive avec mes sœurs, puis tout d'un coup, il y a, excusez-moi toujours, mais il y a une bonne sœur qui vient me voir, qui me dit « Mais t'es un garçon, toi? Tu peux pas rester là ?» Et là, ça a été la chose la plus terrible pour moi. C'est qu'on m'a séparé de mes sœurs, qui ont été placées dans ces fameux établissements que l'on appelle les bons pasteurs. C'était des maisons de redressement pour jeunes filles. J'avais le droit de sortir et d'aller voir mes sœurs au bon pasteur. Un jour, c'était nettoyage du parquet en bois. À genoux sur le parquet, un tesson de bouteille et il fallait gratter. Bon, mes sœurs faisaient ça, je me suis mis avec elles et puis elles se grattaient. Ils ne savent pas ce qu'on a vécu. Ils ne savent pas ce que l'on a pu subir. Ce qu'il y a de terrible dans cette histoire, c'est que on croit connaître le bien pour l'autre sans même le lui demander. C'est une imposition.
On dénie toute qualité de sujet. On fait de ces mineurs des objets. Là où ça devient beaucoup plus problématique, c'est quand, au cours des années 60 et dans les années 70, on comprend qu'en fait, cette politique est en train d'échouer. Et il y a de nombreux rapports qui arrivent de métropole et qui alertent Michel Debré en personne ainsi que les services sociaux et qui sont en train de leur dire en substance, c'est la catastrophe, il faut s'arrêter. En 1975, le directeur général de la Santé, un haut fonctionnaire du ministère de la Santé, écrit au préfet de la Réunion pour demander qu'il soit mis fin à ces pratiques. Il me paraît souhaitable qu'il soit mis fin à de telles pratiques qui me paraissent aller à l'encontre d'une politique de prévention des troubles mentaux, les jeunes ainsi écartés de leur milieu naturel étant placés dans des conditions psychosociales propres à favoriser leur inadaptation. La réponse ne se fait pas attendre. Michel Debré prend la plume et répond directement à ce haut fonctionnaire. L'envoi des pupilles est une action marginale. Elle n'en est pas moins fort utile pour des enfants dont l'avenir, dans cette île au très fort peuplement, serait incertain. Et elle a donné au cours des récentes années les meilleurs résultats. Michel Debré persiste et signe, et c'est là qu'on entre un petit peu dans le champ du signe. Donc si des enfants souffrent, se clochardisent, sont internés, au fond pour Michel Debré, c'est pas si grave que ça. L'important est que la Réunion reste à la France. Et c'est là qu'on entre vraiment dans une espèce d'obstination qu'on a du mal à se représenter. Tout a échoué, et ça continue quand même. Ce n'est pas une dérive, c'est pas une bavure. Au contraire, c'est une politique profondément assumée. C'est une politique que Michel Debré qualifie de républicaine. Ensuite, on en pense ce qu'on veut, on est choqué ou pas. Mais c'est pas une bavure, c'est une politique républicaine pensée comme telle et mise en œuvre comme telle. Il faudra attendre 1984 pour que soit mis fin au transfert des mineurs de la Réunion. Une politique assumée donc, dans laquelle un idéal républicain s'est mué pour beaucoup en souffrance. Une politique imaginée à une époque où les droits de l'enfant n'étaient pas encore inscrits dans le droit international. Un type de déplacement pratiqué dans de nombreuses zones coloniales et post-coloniales tout au long du XXe siècle. Pendant ce temps, la jeunesse réunionnaise danse, s'affiche libre et confiante, mais inquiète toujours et encore les autorités, symbole d'une bombe démographique à retardement. Michel Debré, lui, accélère la cadence. Pour endiguer ce qu'il considère comme une menace en parallèle de la politique migratoire, il met en place une politique de contrôle de la natalité dès le milieu des années 60. Une politique à l'opposé de ce qu'il préconise dans l'Hexagone en 1963, dans une interview autour de son livre « Au service de la nation ». 2 territoires, 2 politiques qui appartiennent en principe à la même France. La France, pour atteindre ce que les savants appellent l'optimum de population, devrait être beaucoup plus nombreuse qu'aujourd'hui. Et en fait, si elle était plus nombreuse, si elle avait une jeunesse plus nombreuse qu'elle n'est présentement, il n'est pas douteux que notre niveau de vie serait plus élevé. Michel Debré est placé dans un paradoxe qui est un paradoxe à la fois personnel et politique. Le paradoxe est le suivant, Michel Debré est nataliste. Il veut, pour le dire un petit peu familièrement, repeupler la France. Le problème pour lui, c'est que cette politique ne doit pas avoir cours à La Réunion. Parce qu'à La Réunion, c'est l'inverse. Il faut au contraire maîtriser la natalité et mettre en œuvre une politique de planning familial. Qu'il soit un homme de paradoxe ou un pragmatique, Michel Debré est soutenu dans sa politique par les notables de l'île, qui se sentent eux aussi menacés par les classes paupérisées. Ils sont charmants, les gosses, mais comptez-les. Ceux qui sortent de cette case sont tous frères et sœurs. Vous avez eu combien d'enfants? 13, 19.
Ah bon, vous ne savez pas exactement combien? 19, mais alors 13 vivants. En combien de temps? Non, il n'y arrivait pas un an. Les populations vont accepter ce qu'on leur dit, en se disant « mais tu as trop d'enfants ». Et le message, il va passer, mais dans l'entre-soi. Ça, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que l'assimilation, elle est tellement forte que la population elle-même va jouer le jeu. Qu'avez-vous fait, Madame Payette, pour espacer vos naissances, justement? Nous avons trouvé une famille qui nous a expliqué des méthodes naturelles et c'est de là que ça a commencé. Et votre mari était d'accord? Ah bien, oui. Ah ben heureusement, sinon on n'aurait pas pu le faire d'ailleurs. Alors, vos enfants, vous les avez eus le 5e après combien d'années? Après 5 ans et le 6e aussi après 5 ans. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La politique de contrôle de la natalité passe donc par une méthode naturelle, dite Ogino, et par l'éducation populaire. Puis, petit à petit, elle s'intensifie. Voilà. Petit. À partir du 4e enfant, les allocations familiales se réduisent. L'argent récupéré vient financer en partie des associations qui vont devenir le bras armé de la politique antinataliste. Elles mettent en place des campagnes de publicité, alors interdites dans l'Hexagone. Moi j'entendais, j'écoutais la radio. Il y avait un peu de télévision en noir et blanc, mais j'écoutais la radio. Et il y avait une publicité qui était odieuse et qui disait que les femmes avaient trop d'enfants. Trop, c'est trop. Pour des enfants heureux de vivre, soyez des parents responsables. Pour un avenir meilleur, l'orientation familiale. Vous aussi, prenez la bonne route, celle qui passe par l'orientation familiale. Il y avait également de grandes affiches qui étaient placardées, où on voyait une femme noire avec un chapeau sur la tête, qui avait un gros ventre, qui avait un enfant dans les bras, et qui avait, à La Réunion, on dit une tralée d'enfants derrière elle. Aussi, on a dit que La Réunion, elle était petite, et donc La Réunion, c'était la boîte de sardines, et il y avait une boîte de sardines, et on représentait les petits Réunionnais avec une tête avec les cheveux crépus qui sortaient de la boîte de sardines. Ça offense une population, et l'État français à cette aune-là, elle n'était pas mieux que l'Australie qui civilisait ses aborigènes. Entre le milieu des années 60 et les années 70, c'est donc toute une propagande qui a pour but d'envoyer les femmes dans ce qu'on appelle à l'époque les centres d'orientation familiale. Une politique prise en main par certains médecins de l'île qui occupent parfois des mandats politiques locaux. Bon, alors vous avez pris vos deux plaquettes de pilules en bas. Oui, docteur, j'ai pris, mais je voudrais que c'est stérilé, ça va pas mieux. Bon, alors donc on va regarder cette affaire de stérilet. Hein. Alors pour votre pilule, vous avez bien compris, vous le prenez tous les jours, que vous ayez ou non des rapports pendant 21 jours. Souvent, ce qui va être considéré, c'est que les personnes ne sont pas à même de comprendre le fonctionnement de la pilule, par exemple. Et le stérilet va être considéré comme étant trop cher. Nous avons ensuite la piqûre trimestrielle ou déproprodazone, qui a pour avantage d'être un moyen qui est très facile pour la femme, puisqu'elle ne vient ici que tous les 80 jours. Hein. Donc on va pratiquer plutôt des injections de Depo-Provera. Le Depo-Provera, en fait, qui est pratiqué aussi dans le tiers-monde, c'est un petit peu la contraception du pauvre. On va leur injecter tous les 3 mois un produit où il n'y aura rien à faire et où ça va stopper totalement toute possibilité d'avoir des enfants. En métropole, l'utilisation du Depo-Provera pour les femmes était interdite. Il y avait un certain nombre d'inconvénients, notamment des saignements. Donc, et puis on traitait un peu les femmes comme du bétail. Donc, c'était un certain manque de respect pour les droits de la personne humaine. C'est vraiment une conception très misérabiliste vis-à-vis de population. C'est considérer que l'autre n'est pas à même de décider.
et ne peut décider. On va là pratiquer une autre forme de domination qui passe par la médecine, qui passe par la gestion du corps. Une gestion du corps des femmes qui va entraîner une multitude d'avortements et de stérilisations sans consentement. C'est ce qu'on va appeler le scandale de la clinique de Saint-Benoît. Alors qu'à Paris, le gouvernement est toujours hostile à l'avortement, à La Réunion, des notables à la fois médecins et élus locaux vont invoquer la politique de contrôle de natalité instaurée par Michel Debré pour légitimer des avortements forcés. Une dérive rendue publique à la fin des années 60 par les journaux de Lille. En 1969, l'hebdomadaire de l'évêché, Croix Sud, fait sa une sur ce qui se passe de façon dite clandestine à la clinique de Saint-Benoît. Il y avait un réseau de médecins qui en dirigeaient vers la clinique de Saint-Benoît de façon tout à fait consciente. Des femmes qui, quand elles arrivaient à la clinique de Saint-Benoît, se faisaient donc faire interrompre leur grossesse sans qu'elles en aient fait la demande explicite, ou sinon qui procédaient à des stérilisations forcées. Il y a des milliers de personnes qui ont été concernées. L'ordre de grandeur est plutôt de côté de plusieurs milliers de personnes qui ont été concernées. Tout cela est criminel parce que ça va se faire à l'insu des patientes, sans qu'on leur ait exposé ce projet, qu'on leur cache. Elles vont le découvrir plus tard et ensuite se greffe là-dessus une vaste opération d'escroquerie de la sécurité sociale. L'affaire révèle autant un détournement de fonds de la sécurité sociale qu'un contrôle du corps des femmes, qui pour certaines pensent se faire opérer pour une appendicite et ressortent avortées ou ligaturées. Une affaire qui donnera lieu à un procès en 1971 suite à la plainte d'un médecin généraliste. Elles seront une trentaine de femmes, parties civiles, face à 5 chirurgiens et un infirmier inculpés. Raoul Lucas, lycéen à l'époque, a assisté au procès. Nous sommes en 71, je suis en terminale et je m'en vais lentement vers mes 17 ans et je découvre cette affaire. Il y avait une foule considérable, j'ai réussi à me faufiler, à rentrer dans ce tribunal. Du haut de mes 17 ans, il y avait des choses qui étaient quand même extrêmement violentes dans ce qui se jouait sous mes yeux. Il y avait un décorum qui était déjà très imposant, solennel, avec des personnes aux fonctions importantes. Il y avait là une cour d'avocats et de médecins. Et donc, on avait l'impression qu'on était dans un théâtre avec ses effets de manche. Il y avait là des femmes qui étaient complètement écrasées, qui allaient vers, quand on les appelait, qui tremblaient de tout leur corps, qui essayaient de s'expliquer, qui s'expliquaient en créole sur des choses qui étaient intimes dans une société qui était encore rurale, dans un monde d'hommes, et il n'y avait aucune raison de s'intéresser à ces femmes. Il y avait à s'interroger sur par quel raisonnement arrivait-on à convoquer au tribunal des hommes qui étaient diplômés, qui étaient au fait de leur savoir et de leur profession, et qui faisaient qu'ils étaient là à rendre des comptes. Et ensuite, ils ne comprenaient pas qu'on pouvait leur demander des explications parce qu'ils étaient complètement persuadés qu'ils œuvraient pour le bien de l'humanité, pour le bien de la Réunion. Sur tous les médecins inculpés, le principal prévenu, le docteur Ladjadj, dira « Dans ce pays malade de démographie, je n'ai jamais eu le sentiment de mal faire. » Tout le monde savait. Si j'ai agi ainsi, c'est parce que j'étais couvert. Seul l'avortement peut sauver ce pays. Un chirurgien et un infirmier seront condamnés à de la prison ferme et du sursis. Les autres seront tous acquittés.
Le gérant de la clinique, le docteur Moreau, notable puissant, membre de l'UDR, parti de Michel Debré, ne sera jamais inquiété. Les femmes, partie civile, seront toutes déboutées. Seuls les maris de 2 d'entre elles seront indemnisés au titre de la perte du fœtus. Face à cette affaire, Michel Debré, lui qui s'oppose depuis toujours à l'avortement et vante la maternité toute puissante dans l'Hexagone, reste étonnamment silencieux. Il joue une partie d'échec politique. Sa priorité, ne surtout pas donner publiquement raison aux communistes, qui dénoncent depuis toujours la domination des notables sur une partie de la population. Ce procès, du coup, montre également qu'il y a des logiques qui perdurent et que ces logiques-là sont des logiques coloniales, sont des logiques d'exploitation, sont des logiques d'oppression. Il y a 2 mondes dans cette société. Il y a un monde de notables et les autres. Peut-être ce sont des personnes dont on veut bien accepter leur présence, mais dont on considère qu'elles n'ont pas de jugement, qu'elles n'ont pas de culture, qu'elles n'ont pas d'autonomie, qu'elles n'ont pas de sens de la responsabilité, et que nous, notables, sommes les mieux placés et les seuls placés pour décider pour elles. Ce que l'on ne veut pas que l'on fasse à soi, au sien, pourquoi on l'a fait aux Réunionnaises? Ceux qui ne veulent pas non plus qu'on le fasse à eux, à leur famille, à leurs femmes, à leurs filles, pourquoi ils l'ont fait aux nôtres, aux femmes de notre peuple? Huguette Bello va se battre pendant des années pour les femmes et va accompagner Erika Barège, députée de La Réunion à l'époque, dans son combat mémoriel pour les enfants de la Creuse. Un devoir de reconnaissance d'abord. L'État français doit reconnaître sa responsabilité morale. Le choix politique mené à l'époque était un mauvais choix. Un combat qui a porté ses fruits. En 2014, 40 ans après les faits, une résolution reconnaît que l'État a manqué à sa responsabilité morale envers les pupilles. L'État d'aujourd'hui a reconnu les torts de la République d'hier, ceux d'une politique qui doit faire réfléchir sur les non-dits de la décolonisation. Une politique qui a modernisé une île, quoi qu'il en coûte. Une politique qui raconte un homme, un système, autant qu'une époque, dont l'écho résonne encore et toujours aujourd'hui. Retrouvez Outre-mer le MAG. J'adhère tout de suite. Présenté par Brice Laurent Dubois, du lundi au vendredi à 11h15 sur France 3.